Et qu'est-ce que vous regrettez? Je regrette que beaucoup de gens qui se sont engagés comme moi et plus que moi, on arrive à leur fin de leur vie en disant tout ça pour si peu. Et dans ce pays, et particulièrement au Québec, nous avons des soins de première qualité. Et les gens qui disent on va revenir chez nous, etc., devraient réfléchir à 2 fois, rien que sur le plan des soins de santé. C'est une société qui sait prendre soin de ses malades. J'en ai assez de cette formule, intégrer, boum, l'intégration, c'est une rencontre. J'ai essayé de pousser, les immigrants, même ceux qui sont le plus ostracisés, à faire leur part, à s'engager. Même si on n'est pas pleinement citoyen, à jouer aux citoyens. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission La Voix des aînés. Aujourd'hui, nous avons encore un privilège énorme de recevoir une personnalité en ce qui concerne bien sûr la communauté maghrébine. Il est au Québec depuis 42 ans déjà. C'est un homme retraité. Il faut dire que M. Touami Rachid Rafa a marqué beaucoup d'esprits. Pourquoi? Parce que pendant 32 ans, non seulement il était professionnel au ministère des Transports, mais en plus, c'était un fervent combattant du racisme, un fervent combattant de l'ostracisme, un fervent combattant de l'islamophobie. On dirait donc que c'était presque le combat de sa vie. Un homme très engagé, un homme qui était toujours au premier loge lorsqu'il fallait se hisser contre les problèmes qui touchaient les communautés culturelles ici à Québec. Il a été directeur du Centre culturel islamique à Québec et puis il a aussi fondé le Carrefour culturel Le Sésame. Nous allons donc aujourd'hui recevoir M. Touami Rachid Rafa. Bonjour M. Touami. Bonjour Laurent. Ça va bien? Ça peut aller mieux quand il fera plus chaud. Je me disais qu'après quand même presque 48 hivers, vous n'aurez plus froid. Que Dieu vous entende. S'il fallait rajouter quelque chose à ce que je viens de dire qui vous décrit, que direz-vous? J'ai fait ce que j'ai pu. C'est ce que je peux dire. Et à mon grand regret, j'ai rarement été suivi. Ok. Est-ce que j'y allais un peu vite? En besogne, je n'en sais rien. C'est possible. Dieu seul le sait. Est-ce que je voulais accélérer en dépit du temps qu'il faut? Il faut du temps pour avaler du temps, pour arriver à la maturité. Je dis ça parce que avec l'âge, j'ai des moments de découragement et un constat qui fait mal. Le bénévolat parfois est pénible parce on voit rarement le retour ou l'encouragement, tout ça. Donc vous avez été très bénévole dans votre vie. Ben oui, tout ça a été non seulement du bénévolat, mais c'était même à ma charge. Tout se passant à Montréal, il fallait que je me déplace, que je passe une nuit d'hôtel ou 2. Donc j'ai sacrifié beaucoup de choses, mais je ne regrette pas ce que vous avez fait. Non, je ne regrette pas du tout, parce qu'il fallait le faire. Alors, on va commencer par le commencement. Votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé? Pourquoi d'ailleurs vous avez choisi de venir au Québec et comment a été votre intégration? En quelques mots.
Mon parcours n'est pas courant. En fait, c'est un hasard. Il y avait la crise du logement en Algérie, il fallait que je parte avec mon épouse, etc. Pourquoi le Canada? Ben, l'opportunité professionnelle s'est présentée, donc il fallait sauter dessus. En fait, on est venu pour 1 an, puis ça fait bientôt 48 ans que nous sommes ici, mon épouse et moi. On a eu nos enfants ici. Et ce que je peux rétrospectivement, parce qu'à l'époque tout ça était inconscient, mais ce que je retiens de très positif dans mon cas, dans cette société, c'est que cette société m'a permis de construire une individualité. Ok, on parle de votre parcours là. Hein? On parle de tout, de ma vie même quotidienne. C'est-à-dire que je viens d'une société traditionnelle à l'origine où l'individualité n'a pas encore émergé pleinement. On est toujours le fils de quelqu'un, le fils de telle famille, le fils du clan, le fils de la tribu, le fils de la région, etc. Ce qui m'a paru extrêmement pénible ici. Et donc il fallait que je me débarrasse, très lentement d'ailleurs, et avec beaucoup de respect de l'héritage que j'avais en moi. Je m'en débarrasse un peu pour accéder à l'individualité. Donc je me suis construit, peut-être en dépit de moi-même, tout ça est inconscient et la réflexion est arrivée très tard. Parce que j'étais confronté à des gens qui n'avaient pas fait ce parcours. Et je voyais la différence. Je dis, bon, ces gens ont immigré ici, mais ils ont immigré avec certaines tares. Les gens ont immigré avec des tares. Oui, avec des tares, par exemple, avec l'absence d'efforts pour se construire comme individu, comme citoyen, cherchant toujours à être membre d'un groupe. Ce que beaucoup de gens appellent le ghetto, mais le ghetto, ça veut dire une chose et son contraire, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que on reste entre nous, on réfléchit de la même manière, et ça, je me suis aperçu très tard. Monsieur Rachid, vous avez étudié dans quel domaine? Dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique. Et vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez travaillé directement dans votre domaine? Non, moi, il fallait faire un diplôme. Un peu. Comment a été votre intégration? Comment vous avez trouvé votre intégration? Eh bien, moi, un travail m'attendait, donc j'ai été accueilli à un poste précis où j'ai pu m'exprimer professionnellement. Donc, j'ai été confronté dès le départ. J'étais dans une compagnie essentiellement composée d'anglophones. Donc, dès le départ, j'ai été confronté à cette double exigence de s'intégrer en général et de s'intégrer en particulier dans un milieu bilingue, avec les questions lancinantes de l'avenir du Québec dans le Canada, tout ça. Tout ça est arrivé en même temps. Donc vous avez quand même eu quelques difficultés pour vous intégrer. Discuter de langue? Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Franchement, là, tout s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Les 32 années au ministère, ça s'est bien passé. Oui. Par la suite, quand on a déménagé, j'ai commencé une carrière ici. Non, maintenant, vous avez fini votre vie professionnelle et là, vous avez entamé la vie d'homme retraité. Est-ce qu'elle est exactement comme vous espériez? Comment est-ce que vous êtes préparé? Comment ça se passe la retraite pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ou alors qui y arriveront bientôt? Je vais vous décevoir parce que j'ai quitté mon travail de manière brutale à cause de ma santé. Je n'y pensais même pas.
Les conditions de travail sont devenues difficiles dans la fonction publique, mais le contenu de mon travail était passionnant. Ça m'animait jusqu'au jour où je me suis écroulé pour diverses raisons. Le centre d'équilibre. Direz-vous que c'était à cause de votre travail que pas vous... du tout, pas Ok. du tout. Non, Ok. c'est essentiellement j'ai été atteint par des troubles de vertige Mhm. inexplicables jusqu'à présent Mhm. et qu'on ne peut pas soigner. Alors, à un moment donné, j'en avais assez de tomber au bureau, dans la rue, même à la maison, je pouvais tomber. Donc je me suis dit, bon, avant qu'il arrive malheur, si je tombe sur la tête un jour en pleine rue, ben, ce sera fini. Donc j'ai dû arrêter. Donc c'est moins un choix que c'est pas un espoir. Ok. L'espoir, moi je me disais le plus tard possible. Ok. C'était flou. Hein. Je n'avais rien organisé et c'est arrivé sur moi et ça Brutalement. m'a fait très très mal. Ça m'a fait très mal parce que du jour au lendemain, je suis devenu inactif. Je ne pouvais pas compenser par des activités choisies comme ça au jour le jour parce que j'étais souvent rattrapé par des troubles physiques. Mhm. Il y a ça, le vertige, mais il y a d'autres affaires. Donc, malheureusement, dans mon cas, moi, je suis un très mauvais exemple parce que je n'ai pas préparé ma retraite. Ok. À mon grand regret, ce n'est jamais trop tôt. J'ai appris à mes dépens. Ok. Et je n'ai pas décidé de partir à la retraite de plein gré. Ok. C'est la situation qui s'est imposée à moi. Et malheureusement, ma retraite tourne autour de ma santé. Ok, donc actuellement, tout ce que vous faites, c'est vraiment prendre soin de vous au niveau santé. J'essaye, j'accepte mal, mais il n'y a pas longtemps, regardez, j'ai eu Une opération. une opération à cœur ouvert qui a duré 4 heures. J'aurais pu y laisser ma peau. Ça s'est bien passé parce que dans ce pays, et particulièrement au Québec, nous avons des soins de première qualité. Et les gens qui disent on va revenir chez nous, etc., devraient réfléchir à 2 fois, rien que sur le plan des soins de santé. Ça n'a pas de prix. Ok. Moi, comment j'ai été traité pour mon cœur ici, c'est admirable. C'est une société qui sait prendre soin de ses malades du point de vue psychologique, du point de vue affectif. C'est très valorisant. On se sent bien à l'hôpital alors que ce n'est pas le lieu le plus recommandable. On se sent bien et c'est exprimé de manière naturelle par le personnel. Donc, rien que ça vaut, j'allais dire, tous les racismes du monde, c'est pas ça. Mais c'est Moi, je vais le titrer comme ça. Mais c'est un argument qui devrait être mis sur la table en premier. Ça vaut toutes les misères de l'intégration. Ok. Parce que j'en ai assez de cette formule, intégrer, boum. L'intégration, c'est une rencontre. Et là, quand on frappe un mur, c'est pas une rencontre, c'est la moitié du chemin. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.
Ok. Si je comprends bien, vu le fait que vous êtes actuellement pris par votre état de santé, vous ne vivez pas vraiment votre retraite. On sait que vous avez milité dans la Ligue des droits et libertés. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Mais ça, c'est un aspect important de mon engagement. L'autre partie, pourquoi vous avez commencé à vous engager? Je vais vous répondre. Mais l'autre partie de mon engagement, on n'en a pas parlé maintenant, c'est l'effort considérable. Moi, je ne faisais pas qu'au combattre. J'ai essayé de pousser. J'ai essayé de pousser les immigrants, même ceux qui sont le plus ostracisés, à faire leur part, à s'engager. Même si on n'est pas pleinement citoyen, à jouer aux citoyens. Je disais à des amis à l'époque, présentez-vous, je ne sais pas moi, pour le conseil d'administration des hôpitaux, des CLSC, on n'entend jamais parler de ça et des élections. Ah, vous étiez un motivateur. Je voulais que les gens s'engagent par eux-mêmes. Oui. Prennent leur place. Qui s'engagent parce que l'engagement fait changer les mentalités. Ça, je peux le garantir. Tant qu'on est loin, on est un peu suspect. Mais dès qu'on entre en contact vraiment, il y a la rencontre avec l'autre et le changement de l'autre. Je vous avoue qu'à quelques reprises, à l'époque où j'étais très engagé, je donnais beaucoup de conférences à l'université, dans les cégeps, les écoles, les églises. Et une fois, une vieille personne a attendu que la foule commence à partir pour venir me serrer la main avec beaucoup de tendresse et me dire « Merci monsieur, vous m'avez changé. Je ne sais pas pourquoi j'avais une haine pour les gens de votre communauté. » Qu'une vieille personne par rapport à mon âge à l'époque qui me confie ça, est-ce qu'on le ferait chez nous? Non, on ne le ferait pas. Et ça, c'est typiquement québécois. Il y a des valeurs comme ça de reconnaissance. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, cette histoire-là. Même des jeunes gens, en me disant, je ne vous connaissais pas et je ne sais pas pourquoi. J'étais animé de cette haine alors vous êtes des gens comme les autres. Parlons de ce monsieur ou de ces personnes qui sont venues vers vous pour vous témoigner leur affection par rapport bien sûr à nos communautés. J'aimerais que vous nous fassiez un clin d'œil. Qu'est-ce que vous pensez des communautés à Québec? D'abord, le terme communauté est galvaudé. Par moment, quand je suis en colère, je me dis ça ne veut rien dire. Communauté algérienne, communauté maghrébine, ça n'existe pas. Du point de vue de la définition et du contenu de cette définition. Il y a des retrouvailles à l'occasion de rencontres religieuses, nationales, etc. Mais qu'il y ait un noyau dur qui puisse s'exprimer au nom de ces communautés, ça n'existe pas. Et je dirais même que parfois c'est nocif, parce qu'il y a des professionnels de l'ethnicité sur le marché. Il y a des gens qui adorent ces postes-là, c'est à leur profit. Et ils jouent le jeu, il suffit qu'ils soient bien financés par le ministère de l'Immigration ou d'autres, le ministère des Affaires sociales. Ces gens-là rendent service, mais c'est d'abord me, myself and I. Alors, il y a ce biais. Et quand on n'est pas engagé, on se fie. On se fie à ces personnes-là. Parmi ces personnes, il y a des gens remarquables, ils ne sont pas tous comme ça, mais on peut déceler un biais dans les communautés. C'est qu'à la tête de ces communautés, on a rarement des cadres, comme on dit en Afrique. Est-ce que vous croyez que les enjeux que les communautés rencontraient à votre époque sont les mêmes enjeux maintenant?
Ça va un peu mieux sur le plan de la discrimination en emploi. Et c'est dû récemment à la pénurie de main-d'œuvre. Ok. Mais il reste à faire. Pourquoi, par exemple, des tas de professionnels, médecins et autres, peuvent s'intégrer plus facilement dans le reste du Canada qu'ici. Ici, Québec. il y a des barrages, il y a des barrages qui sont faits dans le cheminement de l'intégration de certains professionnels. Même sur le plan de l'éducation, on manque beaucoup d'enseignants. Même je connais des francophones comme moi qui étaient enseignants dans leur pays d'origine et qui sont venus à Ottawa. En un an, ils ont tous leurs papiers, puis ils peuvent enseigner où ils veulent. Et ici, c'est un parcours de combattant qui dure et qui dure et qui dure. Et donc, il y a encore à faire. Il y a eu des progrès, puis on le voit physiquement. Des femmes avec le foulard dit islamique, des noirs dans les hôpitaux, il y a eu une évolution. Ça, c'est certain. Mais et d'ailleurs à la télé, on voit ce progrès dans les publicités. On voit qu'il y a plus de diversité à la télévision, dans les publicités, etc. Il y a un progrès, mais ça reste fragile. Un exemple. Cette dame qui, à Ottawa, était désignée pour ramasser tout ce qui concerne l'islamophobie, et qui a dit des choses absolument incroyables, et qui devrait démissionner, d'après moi, parce qu'elle entretient malgré elle l'islamophobie au Québec. Okay. C'est un problème typiquement québécois. Et à part ça... Mais elle, tant qu'elle est là, elle cristallise ce qui a toujours existé au Québec, ce refus de l'autre. Déjà ici, les autorités refusent d'admettre qu'il y a un racisme systémique, dont la définition est connue. On n'est pas raciste de manière systématique, mais le racisme systémique, c'est autre chose. On refuse. Et là, Les enjeux sociaux que vous, personnellement, vous décriez le plus ici au Québec, c'est quoi? C'est la banalisation parfois du racisme et de l'islamophobie. C'est normal, comme le ministre du Travail qui disait les immigrants à Montréal ne veulent pas travailler, ils s'en foutent, etc. Est-ce que ça a créé un scandale dans cette province? Pas du tout. Et il a été réélu, et il est toujours ministre. Mais là, on exige de cette dame qu'elle démissionne, ce avec quoi je suis profondément d'accord, mais qu'elle s'excuse 1000 fois, et on verra si on pourra lui pardonner. Okay. Et puis, on veut que le poste soit supprimé. Le poste... Oh oui, je comprends. On veut qu'il soit supprimé, alors qu'il y a quelques mois, M. Irving Cutler a été désigné au même poste pour l'antisémitisme. Si aujourd'hui vous rencontrez le ministre de la lutte contre le racisme, qu'est-ce que vous lui direz? Ça existe, ça? Oui. Oui. Eh bien, ça ne devrait pas exister, d'après moi. Et pourquoi? Parce que on met cette question de côté, alors qu'elle irrigue toute la vie politique, sociale, culturelle, économique de cette province. Donc, la solution serait? La solution serait que des programmes existent à tous les niveaux. Mais il y en a qui... Oui, mais pourquoi il y a tant de problèmes au Québec? Selon vous, pourquoi? Mais parce que, je pense, moi, que ces questions culturelles et historiques, et ces questions sont malheureusement latentes et parfois sortent à la surface dans les pays francophones.
France, Québec, Belgique, Suisse romande, c'est dans ces pays que s'exprime le plus cet ostracisme. Et avant, moi je me rappelle en arrivant ici, je connaissais l'histoire du Canada un peu, mais l'ennemi c'était l'anglais, le maudit anglais, c'est fini. Mystérieusement c'est fini, maintenant c'est le maudit immigrant. Le maudit Immigrant. Immigrant. Oui. Ok. J'aimerais revenir sur un point rapidement, parce qu'on se rappelle du crime odieux qui s'est passé à la mosquée. Moi, je veux que vous me donniez un peu votre avis. Non, il y a encore des menaces. Ok. Il y a encore des lettres. Okay. Il y a des gens qui essaient d'entrer de force. Ah ouais? Ah oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et même, je vais vous donner un scoop. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, il y a quelqu'un qui était ivre avec une bouteille à la main qui essayait de rentrer de force dans la mosquée. Donc, je ne veux pas accumuler les choses, mais ça me travaille. Et je me dis, et pourquoi j'ai passé ma vie? Parce que le nombre de comités, de conciliation, de concertation qu'il y a eu, auxquels j'ai participé au niveau du gouvernement, je savais que j'étais manipulé, mais je me disais, ça vaut la peine. On ne sait pas ce qui va sortir de ça, avec le ministère de l'Immigration et tout ça. Mais maintenant, vous l'avez dit vous-même, ça s'améliore. Oui, ça s'améliore, mais après ce qui s'est passé ici à Québec, et uniquement à Québec, que la police réagisse ainsi, que le procureur de la Couronne, qui était dans le dossier de l'attentat, refuse la qualification d'acte terroriste. On s'est dit, mais c'est quoi ça? Qu'un gouvernement... En Ontario, il y a eu reconnaissance officielle du racisme systémique, et il y a un haut fonctionnaire qui s'occupait de ça. Parfait. Alors maintenant, si on fermait cette page de racisme et de tout ce qui est complètement axé sur les communautés, si on revenait maintenant au côté positif, qu'est-ce que vous recommanderiez éventuellement à des gens qui peut-être veulent venir au Québec pour y vivre, pour évoluer, pour grandir, ou alors à ceux qui sont aussi ici? Qu'est-ce que vous les recommanderiez pour améliorer, bien sûr, leur qualité de vie? Alors, ça, mon existence, après 3 décennies d'engagement sans arrêt, me prouve tout à fait le contraire. Okay. Et non, dans ces sociétés, tout est question de rapport de force. Si vous êtes organisé et vous avez du poids, on va vous écouter. Ma recommandation, c'est l'engagement. Okay. Il faut que chaque personne sache qu'elle peut être visée, qu'elle peut payer le prix, et que déjà les enfants, nos enfants, en payent le prix parce qu'ils voient la dévalorisation professionnelle et mentale du père ou de la mère qui, dans leur pays d'origine, avaient des positions enviables et qui ici ne valent plus rien. Donc il faut, si on est engagé avec une masse critique de membres, on peut aller et taper sur la table parce que nous sommes des votants et il faut qu'on vote. Et il faut que tous les candidats à toutes les élections fédérales, provinciales, municipales et ailleurs soient rencontrés sur ces questions. Or, il n'y a rien. Il n'y a pas de masse critique. Non, on fait rien, puis en fait, en gros, il faut s'engager. On a ce qu'on mérite. Non, mais moi je vais être plus critique. On a ce qu'on mérite. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Tous les immigrants qui sont victimes
de ces manœuvres discriminatoires ou de propos racistes, etc., et qui ne réagissent pas. Moi, j'ai eu des cas de femmes avec le foulard qui ont reçu des coups, on leur a craché dessus, et qui refusent de déposer plainte. Et alors je me dis, mais à quoi ça sert tout ça? Donc, regrettez-vous donc d'avoir été très engagé? Par moments, dans des moments de colère, oui, mais parfois je reviens en arrière parce qu'il y a eu des cas quand même. Des gens m'ont appris. J'étais très sollicité à l'époque. On m'a cité dans des thèses de maîtrise et de doctorat dans des universités à Montréal. Je me dis, bon, il reste quelque chose. On était 19. 19 membres. Et quand on faisait des activités poétiques, aujourd'hui, il y en a combien? Oh, je ne sais pas, il est mort, le Carrefour, il vient de renaître. De renaître sous d'autres formes. Ok. On a ce qu'on mérite, c'est que quand on accepte d'être méprisé, il ne faut pas s'en plaindre. D'autant plus que nous sommes dans une société de droit. Et il y a une commission des droits de la personne. Il y a des recours au fédéral et au provincial. Au fédéral, c'est l'État avec ses institutions face aux citoyens. Mais au Québec, c'est mieux encore, parce que c'est tout ce qui concerne la discrimination. De quoi êtes-vous le plus fier de tout votre parcours ici au Québec, au Canada? Moi, je en crois, un mot, le plus court. Je crois que c'est le fait d'avoir quitté assez tôt une société traditionnelle à caractère très collectiviste pour me construire une personnalité. Ici, Et qu'est-ce que vous regrettez? Je regrette que beaucoup de gens qui se sont engagés comme moi, et plus que moi, on arrive à leur fin de leur vie en disant tout ça pour si peu. Et moi, ça m'a fait écrire un jour, et il y a des gens qui m'en ont voulu. En 1975, j'aurais dû sortir de l'avion à Toronto ou dans l'Ouest au lieu d'arriver à Montréal. Mais le travail était à Montréal. Ça me fait mal le fait que ça aille mieux ailleurs qu'au Québec. S'il fallait le refaire, vous changerez quoi? J'irais vivre vous ailleurs. J'aurais fait l'économie d'un combat qui n'aura pas servi à grand-chose. Et j'aurais pu l'investir pour ma carrière, pour ma famille, que j'ai sacrifié pour ça. Un message à la communauté maghrébine, peut-être? Pas uniquement à la communauté. Oui, à toutes les communautés. Un message très fort que vous pouvez toutes les communautés doivent se mériter le terme de communauté. Et accepter de perdre des plumes. Mais de continuer à s'engager pour avoir une masse critique qui permet d'être écouté. J'ai travaillé des années dans des comités gouvernementaux pour sortir la religion de l'école, puis on est arrivé à constituer le cours d'éthique et de culture religieuse, dont on était fiers et qui promettait beaucoup. On vient de le supprimer. C'est triste. C'est très triste parce que j'étais convaincu en travaillant là-dedans que la jeunesse québécoise allait changer les choses parce qu'elle aura été formée à la différence, à la diversité, à l'altérité, et que cette jeunesse-là
mérite considération. Ok. Si vous étiez un animal, qu'est-ce que vous seriez? Un ours. Un ours? Oui. C'est pas très africain. Non, mais c'est ce que vous seriez. Si. Et si vous étiez un repas? Un repas? Oui. Un couscous. Couscous. Une fleur? Moi, je suis plus animal que végétal. Alors, Ok. une rose rouge foncé. Une rose rouge foncée. Oui. On va terminer avec votre rêve le plus fou. Si j'avais l'argent et la santé, j'irais en Chine. Et on peut le faire, ça coûte un peu d'argent, mais on peut vous ramener un bébé panda que vous tiendrez dans vos bras Ok. pour prendre des photos. Pour moi, ce serait... je pourrais mourir après, je m'en foutrais. Tellement c'est fort, cet amour des animaux. Ok. Parce qu'au Maghreb, il y avait plein d'ours. Super. Et c'était un endroit où il y avait l'ours, le lion, l'éléphant, la panthère. Il ne reste plus rien. Bon, c'était des paraît-il, d'après mes lectures, une faune résiduelle. Mais nos ancêtres l'ont achevé parce qu'ils attrapaient tous ces animaux pour les jeux de cirque romain pendant l'occupation romaine. Alors on n'a plus rien, mais moi je suis resté un ours maghrébin. Alors, vous êtes resté un ours maghrébin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Rien. 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 Rien, je suis heureux d'être venu vous voir et parler avec vous. Super. Alors voilà, chers téléspectateurs. Engagez-vous. Engagez-vous. Voilà, chers téléspectateurs, on termine ainsi notre rencontre avec messieurs Touami Rachid Rafa. Il faut retenir de lui que c'est un homme très engagé et qui, au cours de toute sa vie, ici au Québec, a donné de son temps et de son énergie pour trouver une justice à ceux-là même qui en avaient besoin. Nous avons compris donc qu'il est important de s'engager. Si on a besoin d'avoir quelque chose, il faut aller le chercher. Sur ces mots, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission avec l'un de nos invités.